Bonjour tout le monde. Donc on continue avec les défis environnementaux relatifs pour un développement durable. En ce qui concerne ce cours, on va donc le répartir en 3 parties. Les 2 autres parties, vous les trouvez dans la chaîne YouTube écrite en bas de l'écran. Donc on commence avec la pollution. Alors, une pollution, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il reste un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée, mais aussi une des principales raisons de morbidité et de mortalité dans l'environnement. Si on veut la définir, tout simplement, donc c'est le résultat ou la conséquence du rejet dans le sol, dans l'eau ou dans l'atmosphère d'une substance qui nuit ou dégrade ou reconfigure, on va dire, négativement l'environnement, le bien-être humain et les autres organismes vivants. Et puisqu'on parle de pollution, on parle de polluant. Qu'est-ce qu'un polluant? Un polluant, donc c'est une substance d'origine naturelle ou anthropique qui provoque des effets indésirables ou nocifs dans un environnement ou biotope donné. Alors donc on va dire que dans un environnement qui est utilisé à la fois comme capital naturel ou et déversoir au même moment, cette pollution ne peut pas se limiter aux combustibles fossiles ou aux émissions de carbone, telles que c'est connu chez un large public. Mais c'est un certain nombre de formes de pollution qui sont la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol, la pollution radioactive et la pollution sonore. Alors, et avant d'aborder ces différentes formes de pollution, on va d'abord voir quels sont les différents types de polluants selon différents points de vue. Alors, donc, selon la persistance, on parle d'un polluant persistant et d'un polluant non persistant. Un polluant persistant, donc c'est un polluant qui reste, on va dire, cohérent ou intègre dans un environnement sur une longue durée, sans changement dans sa forme d'origine. On peut parler de quelques exemples là, tels que les pesticides, les déchets nucléaires et les plastiques. Et on parle aussi de polluants non persistants. Le polluant non persistant, donc c'est un polluant qui se décompose à une forme plus simple. Mais cette décomposition, il faut que ça soit d'une manière naturelle ou elle se fait naturellement. Et là, on parle de polluants non persistants. Selon un autre point de vue, donc on parle de polluants primaires et polluants secondaires. Les polluants primaires, donc, c'est les polluants qui restent dans la même forme ou dans la forme ou sous la forme dans laquelle ils ont été ajoutés ou émis dans l'environnement sans modification. Par exemple, tel que la DDT, là qui est un pesticide. On parle aussi de polluants secondaires, donc qui sont issus ou qui viennent ou qui naissent suite à une réaction chimique après l'émission des polluants primaires. Là, par exemple, on parle de la panne ou aussi de l'ozone qui viennent ou qui naissent dans un environnement suite à une réaction photochimique. Déjà, cet environnement pollué par quoi? Par exemple les hydrocarbures ingrédiés et par exemple aussi l'ozone. Donc on parle aussi, selon l'existence ou bien selon la nature, de polluants quantitatifs et de polluants qualitatifs. Les polluants quantitatifs, donc c'est des polluants qui existent déjà dans l'environnement, mais ils ne sont pas considérés comme polluants jusqu'à arriver à un seuil donné. Au-delà de ce seuil, donc on parle de ces polluants. Les polluants qualitatifs, donc c'est des polluants d'origine carrément humaine, tels que les fongicides et les herbicides. On peut parler aussi de, selon l'élimination, de polluants biodégradables et de polluants non biodégradables. Les polluants biodégradables, c'est des polluants qui se dégradent facilement et naturellement. Les polluants non biodégradables, c'est des polluants qui ne se dégradent pas facilement et ne se dégradent pas naturellement. Selon aussi l'origine, on parle de polluants d'origine, ou bien polluants d'origine humaine et polluants d'origine naturelle. Et d'ailleurs, on parle de pollution d'origine humaine ou bien issue de l'activité anthropique, et une pollution naturelle. D'accord? Alors, donc
on va revenir aux formes de pollution. On va commencer avec la pollution de l'air. Pour définir cette pollution, c'est l'ajout ou le rejet d'une substance nocive dans l'atmosphère qui peut être, on va dire, catastrophique sur le bien-être de l'homme, sur la vie animale, sur la vie végétale, ou d'une manière globale sur l'écosystème atmosphérique ou bien le processus écologique atmosphérique. Alors, là, quand on parle de pollution de l'air, on parle de deux types de polluants. Les polluants primaires et les polluants secondaires. Les polluants primaires, tels que le montre la figure là, c'est des polluants qui sont issus de l'activité humaine. Il faut juste suivre les flèches, d'accord, qui sont le dioxyde du carbone, le dioxyde du soufre, le dioxyde d'azote. Et si on va suivre cette flèche-là, suite et après l'émission de ces gaz, ou bien le rejet de ces gaz dans l'atmosphère, il va y avoir une réaction photochimique qui donne les polluants secondaires, tels que l'ozone ou la panne, etc. Et donc, les polluants primaires, atmosphériques primaires, c'est des polluants qui ne sont pas modifiés après leur rejet dans l'atmosphère. Les polluants atmosphériques, c'est ceux qui viennent suite à une réaction photochimique qui implique des précurseurs tels que les polluants primaires. Donc cette pollution de l'air nous amène tout de suite à parler d'une question très médiatisée et connue chez un large public qui est l'ozone. Alors, on parle beaucoup plus de trou d'ozone. C'est quoi l'ozone? Pour comprendre ça, il suffit de comprendre d'abord la superposition ou la composition de l'atmosphère. De bas, c'est-à-dire de la surface de la Terre, en allant vers le haut. On a donc du 0 à 15 km d'altitude moyenne, ce qu'on appelle la troposphère. Puis on a donc de 10 à 45 km de moyenne toujours, donc ce qu'on appelle la stratosphère. Puis vient ce qu'on appelle le mésosphère, puis le thermosphère, puis l'exosphère. Alors, donc cette ozone, ou bien O3, ce qu'on appelle le trioxygène aussi, elle existe naturellement dans la stratosphère, et donc qui constitue une ceinture ou un bouclier qui protège la Terre de tous les rayons ultraviolets qui peuvent nuire donc les organismes vivants et la surface de la Terre. Mais au niveau des troposphères, c'est une forme d'oxygène polluante issue des actions ou bien des activités humaines. Et elle est considérée comme un polluant photochimique secondaire. Donc, comme on le voit là sur cette figure, cette ozone, qui est composée de 3 molécules d'oxygène, c'est pour ça qu'on l'appelle trioxygène. Donc elle forme ce bouclier ou bien cette ceinture au niveau de stratosphère. C'est pour ça qu'on parle d'ozone stratosphérique. Donc elle protège la Terre d'environ 99% des rayonnements ultraviolets. D'accord? Comme on le voit ici. Alors, pour l'ozone troposphérique, qui est dans cette couche-là, donc on a dit tout à l'heure, c'est entre 0 à 15 km en moyenne d'altitude. Donc elle est issue de l'action anthropique et c'est un gaz là, dans ce cas-là, il est polluant. Donc là, on voit que quand la teneur, ou bien au moment où la teneur en ozone stratosphérique là, d'accord, est réduite, d'accord, là, les rayons solaires traversent ce bouclier-là, donc qui touche la surface de la Terre et altère les organismes vivants. Alors là, on voit donc un exemple d'une feuille de soja, la première là, qui a poussé en présence d'air pur, et donc on voit une allure et un état normal de cette feuille en bonne santé, et une autre à gauche qui est abîmée par l'ozone. D'abord, on voit cette couleur noircie ou pâle, d'accord, et autour du limbe là, on voit des tissus morts, d'accord, et entre les nervures là, d'accord, des tissus aussi
déformée. Donc, cette couleur, on va dire qu'elle témoigne que cette feuille-là, elle reçoit moins de chlorophylle. Et là, on va avoir un autre exemple qui montre l'effet de l'ozone. Donc, une feuille de coton primaire qui a été mise sous différents niveaux de concentration en ozone. Donc, la première, aucune exposition, elle a été soumise à aucune exposition de concentration d'ozone. Et on voit donc une feuille en très bon état et en bonne santé. La deuxième, elle a été donc mise sous, pendant 15 minutes sous un niveau de concentration 1200 ml d'oxygène d'ozone. Donc on voit là, autour de l'île, des tissus déformés et morts. Okay? Alors, sous un autre niveau de concentration qui est 2400 ml, pendant toujours 15 minutes, on voit très bien la différence. Donc des tissus qui sont carrément morts, d'accord, et déformés au niveau ou bien autour des nerfs. D'accord? Alors là, donc c'est un tableau qui nous montre les principaux polluants atmosphériques. On parle d'aérosols, d'oxyde d'azote, d'oxyde de carbone, d'hydrocarbures, ozone et de gaz toxiques. Et on voit donc sa composition, c'est les primaires ou secondaires, et les caractéristiques de chaque polluant. Alors, donc cette pollution de l'air engendre un phénomène très connu et qu'on assiste en ces derniers temps à ce phénomène, même ici à Oran, d'accord, qui s'appelle le smog. C'est quoi ce smog? Donc c'est un brouillard ou une brume qui limite la visibilité atmosphérique et qui cache le soleil. Donc il est composé, ce smog, il est composé d'une multitude de, on va dire, de polluants photochimiques secondaires. D'accord? Là, pour mieux comprendre, on le voit très bien. Donc vous avez d'abord l'émission ou le rejet de polluants primaires tels que l'oxyde d'azote, dioxyde du carbone ou des hydrocarbures imbrûlés, qui vont être, une fois au niveau de l'atmosphère, il va y avoir des réactions dans l'atmosphère. Ces réactions photochimiques donnent naissance à ces polluants photochimiques secondaires, tels que le peroxyde de nitrate, tels que l'acide nitrique ou de l'ozone O3. Et donc l'association de ces polluants secondaires photochimiques donne cet aspect de smog, d'accord, qu'on le voit là. Là, l'exemple, c'est au niveau de Los Angeles, mais on a assisté à ce phénomène, et même ici à Oran, donc qui est une forme de brouillard ou de brume, brunâtre, donc qui cache carrément le soleil et qui limite la visibilité atmosphérique et qui a de graves conséquences sur la santé publique. Alors, pollution de l'eau, c'est dans le même cadre de définition, c'est le rejet ou l'ajout d'une substance, là par exemple, elle peut être organique, inorganique, biologique ou radiologique, qui va donc détériorer la qualité de l'eau et la rendre, comme c'est écrit là, impropre à l'utilisation. Et puisqu'on parle de pollution de l'eau, elle ne se limite pas, comme c'est écrit aussi là, d'accord, aux eaux de surface, mais elle concerne tout l'aspect aquatique, c'est-à-dire l'eau fluviatile, lacustre, marine, océanique, tout. D'accord? Alors on voit là donc d'abord la répartition de l'eau de la Terre, ou bien de l'eau planétaire, comment elle est répartie. Vous avez donc 97,5% d'eau de mer, d'accord? Puis vous avez 1,97 des calottes glaciaires et des glaciers, 2,5 d'eau douce, et 0,03% de tout ce qui est lac, fleuve, rivière, humide, sol et atmosphère. Puis vous avez les eaux souterraines. Alors là, donc c'est un tableau qui nous montre les 10 plus grands bassins hydrographiques. Et là, on parle des 10 plus grands. Parce qu'il y a d'autres bassins hydrographiques, mais là, c'est les 10 plus grands dans le monde. D'accord? Tels que l'Amazone, le Nil, le Mississippi, le Paraná, la Lina, le Niger, etc. Alors, donc cette pollution de l'eau, on va dire dans sa gravité et sa nature, elle varie d'une région à l'autre.
Et donc ces polluants, on peut les classer, là on a 8 catégories, mais on peut parler de plus de 8 catégories. D'accord? Donc on a comme polluants les eaux d'égout, les agents vecteurs de maladies, les matières en suspension, les nutriments minéraux des plantes, les matières organiques, les produits chimiques non organiques, les substances radioactives et les pollutions thermiques. Alors, donc ces polluants qui causent la pollution d'une manière globale de l'eau, elles causent de nombreux problèmes liés à la santé publique et à la dégradation de l'environnement. Donc les plus sérieux, on a deux problèmes qui sont l'enrichissement en matière organique dans l'eau, ou bien dissoute dans l'eau, et la baisse de la teneur en oxygène dissous dans l'eau. Là, on voit l'exemple qui peut nous expliquer cet aspect-là, ou bien ces deux sérieux problèmes. D'accord? Donc la quantité de la matière organique présente dans l'eau, elle est exprimée en termes de ce qu'on appelle la demande biologique en oxygène, ou la demande biochimique en oxygène. D'accord? Alors, quand dans une eau polluée, la demande biochimique ou biologique en oxygène est élevée, ça veut dire là qu'il reste presque pas d'oxygène dissous dans l'eau. Donc, ce qui va engendrer directement la mort de ces organismes. Et par conséquent, on va dire que les micro-organismes anaérobies vont produire des composés mal odorants, donc ce qui va rendre davantage aussi cette eau de mauvaise qualité. Alors là, on a un autre exemple par rapport à la charge en matière en suspension. Donc, au niveau de cette rivière-là, on voit quand la charge, elle est ou bien quand il y a peu de matière en suspension, et quand le milieu il est chargé en matière en suspension. Donc là, on voit une rivière équilibrée, avec sa biodiversité, avec son fonctionnement normal et son processus écologique équilibré. Et là, on voit une rivière inerte, dépourvue de toute forme de vie et qui a donc perdu sa biodiversité. Suite à quoi? Suite à la charge en matière en suspension qui a fait quoi? Qui a donc empêché la pénétration de la lumière comme on le voit là et donc empêché la photosynthèse et par conséquent tous les plantes photosynthétiques qui sont suivies, et donc qui a aussi dégradé tous les habitats pour les autres organismes, et donc qui a rendu cette rivière inerte. Là aussi, donc, c'est quelques exemples de déversement d'eau usée directement en mer sans aucun traitement sur la côte oranaise, d'accord? Différents points. Alors, pollution du sol. La pollution du sol, c'est toujours le même cadre de définition. C'est l'ajout d'une substance dans ce sol qui va le dégrader ou le reconfigurer négativement et détériorer sa qualité et le rendre de mauvaise qualité ou inutilisable vis-à-vis sa fertilité ou vis-à-vis sa reproductivité. La photo là nous montre donc qu'est-ce qu'il peut abriter, ou bien le sol, qu'est-ce qu'il abrite en termes d'éventail d'espèces, ou bien de biodiversité. Donc là, on voit des champignons, des algues, des vers, des acariens, des insectes, des mammifères, etc. Et on comprend tout de suite que ce sol, il joue un double rôle. Et il abrite une biodiversité qui nous assure pas mal de services écosystémiques. Et au même moment, c'est une source de nos aliments via les cultures et l'activité agricole, qui est assurée en une bonne partie par les services écosystémiques, assurés justement par cette biodiversité. Là, donc, c'est la répartition des sols dans le monde. On voit qu'il y a 26% de prairies permanentes, 12% de cultures, 26% de forêts, et autres tels que les roches, là, sont à 30%, puis 3% de zones urbaines et 3% de zones humides. Donc, la pollution de l'eau, plutôt du sol, elle a deux origines. Elle a une origine naturelle, où elle est issue d'une activité ou bien d'un processus naturel,
et elle a une origine anthropique ou qui est causée par l'activité humaine. Là, par rapport à l'origine naturelle, on parle de ce qu'on appelle par exemple là, la production de sel de l'acide perchlorique qui se produit naturellement dans les sous-sols à l'effet de certaines conditions environnementales. Donc par rapport à l'aspect anthropique ou bien à l'activité ou bien à la pollution du sol issue de l'activité anthropique, on parle de trois aspects. Une pollution du sol due à l'activité agricole, une pollution du sol due à l'activité industrielle, une pollution du sol due à l'activité urbaine. Et donc par conséquent, et respectivement bien sûr, on parle de pesticides qui sont liés beaucoup plus à l'activité agricole, on parle de déchets industriels qui sont liés à l'activité industrielle, on parle par exemple là aux eaux usées qui sont liées à la pollution ou bien à les activités urbaines. La pollution radioactive. La pollution radioactive, c'est tout simplement le rejet d'une substance radioactive ou de radiation, d'accord, qui sont soit de manière ou d'origine naturelle ou d'origine anthropique. Quand on parle de l'origine naturelle, on peut parler des minéraux radioactifs atomiques, des rayons cosmiques ou des radioisotopes naturels ou des éléments radioactifs. Quand on parle de l'action ou bien de la radioactivité issue par les activités humaines, ou bien la pollution radioactive due aux activités humaines, donc on a les essais nucléaires, on a les réacteurs nucléaires, on a les applications médicales diagnostiques telles que les scanners et IRM, échographie et tout, puis on a aussi les déchets nucléaires, on a l'explosion nucléaire, mais on a aussi les traitements des minéraux nucléaires. Maintenant, la pollution sonore. La pollution sonore, c'est toujours dans le même cas de définition, mais là, il s'agit d'un danger invisible. C'est qu'il est présent, il est omniprésent même, mais on ne le voit pas. Et donc, c'est tout bruit, d'accord, des machines ou d'autres activités qui peut nuire, d'accord, les personnes ou leur bien-être. Là, le son, il est mesuré en décibels, d'accord, les unités de mesure c'est en décibels. L'Organisation mondiale de santé donc recommande des niveaux sonores, on va dire là, 30 décibels pour l'intérieur. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, quand on arrive à 85% de décibels, ça détériore l'oreille de l'homme. Alors, donc on a dit qu'elle est omniprésente, et c'est un danger invisible, mais il est présent. Il est présent dans la circulation là par exemple, qu'est-ce qu'elle peut causer comme pollution sonore, dans le trafic aérien, le trafic maritime, les activités à l'intérieur de la maison, les feux d'artifice, les constructions et tout. Ce qu'il faut dire, c'est que cette pollution sonore, elle ne concerne pas uniquement l'homme, mais aussi les autres organismes ou êtres vivants. L'exemple là, par exemple, le trafic maritime produit une pollution sonore qui peut nuire la diversité ou bien la biodiversité marine.